Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 janvier 2021 pour le 220e rapport de situation sur le Donbass, un rapport principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, mais aussi diplomatique, puisque les RPD et les RPL ont décidé de prendre une initiative unilatérale de renvoyer en fait en Ukraine un certain nombre de prisonniers, donc pas dans le cadre d'un échange, mais vraiment de rendre simplement à l'Ukraine sans contrepartie. Je vais aussi et surtout beaucoup parler de l'évolution de la situation en Ukraine, où il y a un certain nombre de facteurs d'instabilité croissante qui sont en train d'apparaître là en début d'année et qui peuvent devenir dangereux tant pour Zelensky que pour le pays en lui-même. Sur le plan militaire, du 9 au 15 janvier 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 27 reprises, donc on est un peu moins que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 160 munitions, donc là par contre il y en a plus, dont 32 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à peu près à la même chose que la semaine dernière. Il faut y rajouter les 7 violations et 25 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Il y a toujours des pertes hors combat côté ukrainien. Cette semaine, elles sont de 2 morts et 9 blessés. Et puis, puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, on va parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en mettre près de la ligne de front en violation tant des accords de Minsk que des mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Les services de renseignement de l'RPD ont détecté cette semaine le déploiement de 28 pièces d'armement lourd côté ukrainien, à savoir dans le détail un système de défense antiaérien Zouchka, 6 mortiers de 82 mm type Vassiliek, 5 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, 14 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 automitrailleuses type BRDM. Et pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne non seulement brouille le signal des drones de l'OSCE, mais elle leur tire même dessus. Ouais. Là, je vous montre la petite carte de cette semaine, mais je vais revenir sur un incident qui a eu lieu justement le 14 janvier, près de la RPD. Puisque ce jour-là, l'armée ukrainienne a tiré à 2 reprises sur des drones de l'OSCE, d'abord à Vassilievka, qui est l'endroit où se trouve une station de pompage non loin de Yassinovataya. Ce sont les soldats de la 72e brigade des forces armées ukrainiennes qui ont tiré à l'arme légère, y compris des mitrailleuses lourdes, sur un drone de l'OSCE. D'après la milice populaire de l'RPD, 5 véhicules de combat d'infanterie et 2 véhicules de transport de troupes blindées se trouvaient dans la zone d'où venaient les tirs côté ukrainien, ce qui pourrait largement expliquer le pourquoi des tirs, puisque l'Ukraine cherche à cacher ces violations des accords de Minsk. Plutôt que de ne pas violer les accords de Minsk, elle préfère casser le thermomètre, c'est-à-dire empêcher l'OSCE de faire son travail. Voilà. Plus tard dans la même journée, ce sont des soldats de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes qui ont tiré sur un autre drone de l'OSCE près de Chirokino cette fois, abattant ce dernier d'après la milice populaire de l'RPD. Alors, le rapport de l'OSCE pour le 14 janvier mentionne les 2 tirs aux endroits que j'ai indiqués, mais pas le drone abattu. Bon, faut dire que c'est pas la première fois que ça arrive et qu'ils disent rien, puisqu'ils ont quand même un gros biais pro-ukrainien. Je veux dire, l'OSCE, c'est connu. Et puis l'objectivité de leur rapport, je pense que j'ai largement prouvé depuis bientôt 5 ans que je suis ici, que c'est pas vraiment leur fort, et qu'ils ont tendance à taire un certain nombre de choses dès que ça concerne l'Ukraine. Je veux dire, on attend toujours les résultats de l'enquête sur la mort d'un de leurs observateurs en République populaire de Lugansk, près de la ligne de front, lorsque 2 véhicules de patrouille de l'OSCE ont roulé, une des voitures a roulé sur une mine, un des observateurs est mort, plusieurs ont été blessés. Je veux dire, si ça avait été l'RPL qui avait été coupable, je pense que les conclusions auraient été remises dans le mois qui a suivi. Bon, vous avez jamais entendu parler de la moindre condamnation de qui que ce soit dans cette affaire, ce qui montre très certainement que c'est l'Ukraine, comme la RPL l'a prouvé en montrant qu'il y avait d'autres engins explosifs dans cette zone-là, tous posés par des groupes de diversion ukrainiens. Donc, plus la vidéo, prise côté ukrainien, où on voyait clairement que le côté ukrainien suivait de près le trajet des véhicules de l'OSCE. Bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Donc, le fait qu'ils mentionnent les tirs, parce que la RPD avait déjà tiré l'alerte sur le fait que les tirs avaient eu lieu, l'OSCE ne pouvait pas trop dire non, c'était pas vrai, parce qu'il y a quand même un certain nombre de caméras près de la ligne de front qui ont pu potentiellement enregistrer les tirs en question. Donc, mais le drone abattu, le plus souvent, ils n'en parlent pas.
Pareil, quand l'année dernière, en juin 2020, l'armée ukrainienne a détruit plusieurs caméras de l'OSCE, je vous en avais parlé, j'avais fait un article là-dessus, il n'y a eu aucune condamnation publique de l'Ukraine par l'OSCE suite à ça. Pareil, en février 2019, quand un de leurs drones s'est crashé suite à un brouillage de son signal, alors cette fois il était tombé en RPL, la RPL avait publié des photos, donc l'OSCE a été obligé d'admettre dans ses rapports qu'effectivement ils avaient perdu un de leurs drones. Mais c'est vrai que sans ça, généralement, c'est motus et bouche cousue. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où ici, je les ai vus se retrouver pris sous des tirs de l'armée ukrainienne et n'en trouvaient pas une trace dans leur rapport, ou qu'ils avaient en tout cas entendu des tirs, comme à Zaïtsevo une fois, j'ai vu leur voiture, ils avaient entendu clairement les tirs, ils se sont barrés, et il n'y a pas eu une seule mention des tirs en question dans leur rapport. Donc, bon, voilà, on a l'habitude avec eux, on a l'habitude. Si on regarde donc la situation politique accord de Minsk, comme je disais, donc il y a eu un accord qui a été conclu via la médiation de Viktor Medvedchuk, donc je rappelle ce député du parti d'opposition ukrainien. Et donc les RPD et les RPL vont remettre unilatéralement à l'Ukraine un certain nombre de prisonniers. Donc comme je le disais, ce n'est pas un échange, on ne va pas récupérer nous des prisonniers, c'est un geste de bonne volonté. Il s'agit de femmes, de personnes âgées, de personnes qui sont gravement malades, donc des personnes qui n'ont pas pris part au combat contre les RPD et les RPL et dont le retour en Ukraine ne mettra pas en danger ni le Donbass ni ses habitants. C'est un geste qui a été pris comme geste de bonne volonté et de compassion à la veille de la fête de l'Épiphanie. Bon, clairement, les RPD et les RPL, ça ne semble pas un miracle côté ukrainien. On sait très bien qu'il n'y aura pas de changement positif dans l'attitude de l'Ukraine concernant les négociations, et entre autres celle sur l'organisation d'un échange de prisonniers qui se fait attendre depuis des mois. Mais voilà, on a décidé à la veille de l'Épiphanie de faire un geste humain, et donc ces personnes-là vont pouvoir retourner en Ukraine comme preuve que c'est pas les RPD et les RPL qui bloquent les négociations. Et je vais reparler, mais très brièvement, du coronavirus, puisqu'en RPD, on en est à 17 664 cas, dont 1564 morts et 10 124 guéris. En RPL, on en est à 2354 cas, 202 morts et 1907 guéris. En Ukraine, ils en sont à 1 154 692 cas, dont 20 686 morts. Et malgré ça, ils continuent de traîner les pattes pour le vaccin russe. Je trouve ça extraordinaire. En RPD, par contre, on se prépare à la campagne de vaccination contre le coronavirus avec le vaccin Sputnik 5. Les premières doses devraient arriver ce mois-ci. Les personnes prioritaires seront bien sûr le personnel médical, les travailleurs sociaux, les enseignants, les forces de l'ordre. C'est eux qui seront vaccinés en priorité, sur base volontaire. C'est comme en Russie, il n'y a rien d'obligatoire. Le test préliminaire et la vaccination seront gratuits pour les personnes faisant partie de ces catégories prioritaires. Donc contrairement à ce qu'on a pu lire dans la propagande ukrainienne, non, les gens ne vont pas devoir payer 3500 roubles pour le test préliminaire et la vaccination. C'est du délire. Non, mais ils n'arrêtent jamais. Je vais aussi parler justice, puisque la Cour européenne des droits de l'homme se penche enfin sur les accusations portées par l'Ukraine contre la Russie concernant les crimes de Moscou en Crimée. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la décision intermédiaire qui a été rendue a beau être présentée comme une victoire par l'Ukraine, c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, c'est pas un jugement, c'est juste la CEDH a regardé quelles plaintes étaient recevables et lesquelles l'étaient pas. Déjà. Et si la CEDH a jugé que certaines étaient recevables, entre autres des histoires de pratiques administratives qui auraient engendré des violations de gna, elle doit encore juger ces accusations. Et les plus graves ont quand même été purement et simplement rejetées faute de preuves. La CEDH a considéré que les accusations entre autres de meurtre de civils, de détention et d'intimidation de journalistes, de discrimination à l'encontre des Ukrainiens et de poursuites pénales à but politique contre les personnes pro-ukrainiennes n'étaient pas prouvées. Bon, ils ont gardé un certain nombre d'accusations délirantes là-dedans, comme entre autres le fait que la langue ukrainienne aurait été retirée des écoles. Les enfants, l'ukrainien est l'une des langues officielles. Le tatar aussi en Crimée, et les enfants peuvent recevoir l'éducation dans la
leur langue natale. Hein, donc les Tatars ont enfin le droit à un enseignement en tatar, ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'Ukraine. C'est marrant, à l'époque, je vous ai pas entendu gueuler contre ce fait-là. C'est très très drôle, hein, c'est double standard. Bon, en tout cas, le fait que toutes ces trucs les plus graves, les plus délirantes que l'Ukraine avait sortis, que la CEDH a mis ça de côté, ça montre que, bon, même si l'Occident est prêt à suivre l'Ukraine et à la soutenir dans sa russophobie maladive, il y a quand même des limites aux mensonges que l'Occident peut accepter de relayer. Hein, voilà. Parce que, bon, là, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais la Russie, quand même, tourne de plus en plus le dos à l'Occident, et surtout à l'Union Européenne. Là, si la CEDH avait validé de telles énormités, je pense qu'il y avait quand même un bon risque de voir Moscou claquer la porte de toutes les institutions européennes dont elle fait partie. Ce qui aurait privé l'Occident d'un levier quand même bien pratique pour salir la Russie de manière régulière, hein, parce que la CEDH passe son temps à rendre des jugements complètement politisés et russophobes, hein, comme dans l'affaire Beslan, hein, condamner la Russie pour les morts qui ont eu lieu. Enfin, je veux dire, c'est pas la Russie qui en est responsable, c'est les terroristes qui avaient pris les enfants et les parents d'enfants en otage. Je veux dire, votre jugement, c'est du délire. À un moment, il faut arrêter. D'ailleurs, en parlant de retrait de la Russie, de tout ce qui est institution occidentale, etc., la Russie donc sort du traité ciel ouvert après que les États-Unis se soient eux-mêmes retirés, je tiens quand même à le rappeler. Mais puisque je parlais de double standard, les médias occidentaux, dont l'AFP, bien sûr, jettent le blâme sur la Russie. Tu vois, ils oublient de dire que la Russie se retire parce que les États-Unis se sont retirés et que la Russie n'a pas réussi à obtenir des garanties claires que les autres pays de l'OTAN ne transmettraient pas les informations que eux obtiendraient via ce traité, qu'ils ne les retransmettraient pas aux États-Unis. Hein, comme a dit la Russie, sinon on ne peut plus survoler les États-Unis. Il n'y a pas de raison que les États-Unis puissent obtenir des informations sur ce qui se passe sur notre territoire via les autres pays de l'OTAN, gratos, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, au KLM, quoi. Non, ça va pas marcher comme ça du tout. Donc, je trouve ça vraiment... Enfin, la façon dont ça a été couvert par les médias occidentaux, allez regarder, c'est hallucinant. En gros, c'est de la faute de la Russie. Non, les États-Unis se sont retirés à partir de là. Il est logique que la Russie se retire aussi. S'il y a une des parties qui se retire, pourquoi l'autre devrait continuer à se plier à ses obligations, alors que l'autre non? Ça marche pas comme ça, un contrat. Et donc, comme je vous l'avais annoncé, le gros de ce rapport de situation, ça va être l'évolution de la situation en Ukraine. On va déjà commencer par les histoires de hausse de tarifs de charges communales, parce que je vous l'avais déjà dit que ça allait mener à des problèmes, ces histoires. Hein, que ça allait devenir à un moment intenable. On y est arrivé, c'est devenu intenable. Résultat, des manifestations ont éclaté un petit peu partout dans le pays depuis le 10 janvier, puis ça se poursuit à l'heure où je vous parle. Donc pour information, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Eh bien le 28 décembre 2020, le gouvernement ukrainien a annulé le tarif préférentiel pour l'électricité destinée à la population. Hein. Parce que tu as des tarifs électriques pour les entreprises et puis tu as des tarifs électriques pour la population. Résultat, ils ont fait passer les 100 premiers kilowattheures de 0,9 grivnia le kilowattheure à 1,68. Voilà, presque le double. Voilà, c'est le tarif d'électricité presque x2, comme ça, au KLM. Une hausse qui a d'ailleurs été décidée par le ministre ukrainien de l'énergie, Vitrenko. Je vous le glisse comme ça, vous allez comprendre pourquoi après. Alors pour comparaison, en République populaire de Donetsk, on a le kilowattheure qui est en moyenne à 0,8 roubles, parce que ça dépend, on a des tarifs un petit peu différents selon que tu as un appartement, une maison, si tu es en zone vraiment rurale, etc. Et tu as des différences entre l'hiver et l'été. Mais voilà, en moyenne, si on fait une moyenne, c'est 0,8 roubles le kilowattheure, ce qui nous fait environ 0,3 grivnia, c'est-à-dire qu'on est à 6 fois moins qu'en Ukraine. Voilà. La différence est d'ailleurs la même à peu près pour le chauffage. Le gaz a aussi augmenté en Ukraine. Le gaz se retrouve maintenant à 7,22 grivnia le mètre cube en moyenne. Hein, donc il y a des grosses variations selon les régions et les fournisseurs. Ce qui fait quand même une hausse de 14%. C'est pas négligeable. Une hausse du prix du gaz qui se répercute aussi sur les prix du chauffage, puisque je rappelle qu'une bonne partie de l'eau chaude en Ukraine est produite avec des centrales au gaz. Voilà. Donc là, ils se prennent une augmentation selon les régions qui va de plus 5,5% à presque 50%.
49,7%. Voilà, selon les régions d'Ukraine, c'est sympa. Tu prends plus 50% sur ta facture de chauffage. Résultat, là, la part des dépenses pour payer toutes ces factures sur le budget des ménages ukrainiens, la part, elle augmente. Sauf qu'il y a de moins en moins de gens qui arrivent à payer. Parce que je rappelle que l'économie ukrainienne s'est cassée la gueule et continue de se casser la gueule à cause des mesures qui sont prises pour lutter contre le coronavirus, et que là, avec la hausse constante de tous les tarifs de gaz, d'électricité, d'eau et de chauffage, les Ukrainiens, ils n'arrivent plus à payer. Et là, ils n'arrivent plus à payer qu'à peine la moitié de leurs factures. Et je vous parle de chiffres officiels ukrainiens. D'accord ? Les gens en Ukraine n'arrivent plus à payer que la moitié de leurs factures. Vous trouvez ça normal, vous ? Voilà. Là, en termes de dette de charges communales, donc en comptant tout, c'est-à-dire électricité, gaz, eau, chauffage eau chaude, ramassage des ordures, etc., ils en sont quand même actuellement, accrochez-vous bien quand même, à un total de 66,1 milliards de hryvnia, soit 1,93 milliard d'euros. Voilà, ça c'est juste les dettes de charges communales. Je vous parle même pas du reste, voilà. Donc juste les arriérés de factures de gaz, d'électricité, de ramassage des ordures, etc. 1,93 milliard d'euros. Voilà, je vous laisse imaginer le truc. Là, vous vous rendez compte que c'est pas tenable. Rajoutez à ça que l'Ukraine vient de durcir en plus de nouveau ses mesures de confinement, en fermant tous les magasins dits non essentiels, restaurants, centres culturels et sportifs, etc. pendant 2 semaines. Là, on a un cocktail économiquement explosif pour un bénéfice sanitaire encore approuvé. Parce que, résultat, certaines régions comme celle de Ternopol, ils ont dit vous êtes gentils, mais votre durcissement qui était effectif depuis le 8 janvier, nous on va pas le faire. Vous êtes sympa, mais là ça suffit. Il y a assez de gens au chômage. Stop. Et puis comme je le disais, si jusqu'ici les Ukrainiens ont enduré ces hausses continues de tarifs de charges communales depuis le Maïdan, il semble que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que là, ils ont leur équivalent des gilets jaunes. Les gens sont allés manifester, bloquer des autoroutes dans plusieurs régions d'Ukraine pour protester contre ce qu'ils appellent le génocide tarifaire. En tout cas, ces manifestations ont l'air quand même d'un petit peu inquiéter le SBU, qui a mis en garde Zelensky contre un risque de Maïdan des tarifs. Je parle bien de risque. Non, je parle pour les débiles pro-ukrainiens qui ne comprennent pas la différence entre parler d'un risque, d'une potentialité et de prédire que ça va arriver. Voilà. Non, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris la différence. Il y a d'ailleurs un ex-officier du SBU qui a donné une interview qui a confirmé que les forces de l'ordre ukrainiennes s'entraînent à faire face à des émeutes. En tout cas, la menace semble avoir été prise au sérieux par Zelensky pour 2 raisons. La première, c'est que Zelensky a repoussé le vote à la Rada d'une loi visant à améliorer le recouvrement des dettes de factures de charges communales, justement. Donc, entre autres, le fait de saisir les biens des gens qui ne payent pas. Voilà, donc tu peux pas payer tes factures, on va te saisir ta maison, tes meubles, ton chien, tout quoi. Clairement, pour pas mettre de l'huile sur le feu, là pour l'instant ils ont repoussé le vote de cette loi. Et surtout Zelensky a demandé à ses ministres de proposer un plan pour faire baisser le prix du gaz. Donc il s'est focalisé sur un tarif, celui du gaz, sauf que c'est une hausse de plusieurs à la fois qui a provoqué ce problème, et entre autres les factures d'électricité. Le petit problème, c'est que le plan proposé pour régler le problème, il vient de Vitrenko lui-même, celui que je vous ai cité avant, celui qui est responsable de la hausse du tarif d'électricité. Voilà. Et puis de 2, la mesure serait temporaire. Voilà, ça durerait que le temps du confinement. Donc dès que, en gros, l'épidémie de coronavirus serait finie, ça repartira à la hausse, et la baisse serait pas transcendantale, parce que le gaz serait quand même toujours à 6,99 hryvnia le mètre cube au lieu de 7,22. Je veux dire, on coupe pas en 2, tu vois, je veux dire, voilà. Le petit problème pour Zelensky, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que c'est pas lui en fait qui décide, c'est le FMI. C'est le FMI qui a obligé l'Ukraine à augmenter ses tarifs de charges communales pour soi-disant les aligner sur le marché. Voilà. Donc il n'a pas trop le choix. Soit il fait ce que le FMI lui demande et il risque potentiellement des émeutes, soit il diminue le prix et le FMI va couper le robinet d'argent qui permet à l'Ukraine de pas
définitivement coulé. Voilà, c'est ça la situation de l'Ukraine. Le problème, c'est que voilà, les Ukrainiens ne peuvent pas payer des tarifs pareils. Ils ne peuvent pas payer les tarifs du marché avec le niveau de salaire qu'ils ont. Et surtout avec l'état de l'économie ukrainienne, avec les mesures drastiques qu'ils ont prises pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Donc ils sont pris entre Charybdis et Scylla, là. Ils sont dans la merde. Hein. Là, ils sont vraiment dans la merde. Autre point de tension, c'est la langue ukrainienne. Puisque depuis aujourd'hui même, les entreprises de services, donc comprendre tout ce qui est magasins, banques, restaurants, cafés, stations-service, pharmacies, centres de fitness, etc., doivent maintenant obligatoirement servir leurs clients en ukrainien, sauf s'ils font la demande de se faire servir dans une autre langue. Hein, c'est la loi dont je vous avais parlé il y a déjà quelques mois en arrière. En cas de violation, les employés et ou le propriétaire de l'entreprise concernée pourront se voir infliger une amende qui pourra aller de 5100 grivnia à 6800, soit environ entre 150 et 200 euros, ce qui, vu le niveau de salaire local, est énorme. La cible de cette loi est bien sûr la langue russe, hein, même si les Hongrois ethniques ou les Roumains ethniques d'Ukraine vont aussi en souffrir. Les néo-nazis ukrainiens se frottent déjà les mains à l'idée de pouvoir déclencher des énormes scandales dans les magasins dès qu'on leur répondra pas en ukrainien. Hein. C'est d'ailleurs une des activistes les plus délirantes. Nitsa, elle est en train de les pousser à ça en disant faut vous mettre à hurler. Voilà, tu vois, complètement hystérique cette bonne femme, faut aller se faire soigner. Hein. Pour ceux qui trouvent ça normal, hein, je mets des très gros guillemets à normal, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit truc. Si vous devez imposer votre langue par la force et la menace d'amende, c'est que cette langue n'est pas la langue natale de la population, et que donc vous cherchez à lui imposer une langue qui n'est pas la sienne. Je rappelle, ceci est une violation des droits de l'homme. Convention que l'Ukraine a signée. Voilà. Sans parler des diverses conventions sur les langues régionales, etc., de l'Union européenne que l'Ukraine a signé aussi. Voilà, je pense que je peux pas faire plus clair que ça. Je veux dire, si vous vouliez une preuve ultime que l'ukrainien n'est pas la langue natale de la majorité des Ukrainiens, que leur langue natale c'est le russe, voilà, vous en avez la preuve. Si vous êtes obligé de mettre un flingue sur la tempe des gens pour les obliger à parler la langue dite nationale, c'est qu'il y a un problème. C'est que votre langue nationale n'est pas une langue nationale. C'est que c'est pas la langue natale des gens. Et si c'est pas la langue natale des gens, vous n'avez pas le droit de leur imposer ça par la force. C'est contre-productif. C'est d'ailleurs tellement impopulaire que même des députés du parti de Zelensky s'y opposent, ont demandé d'abolir cette mesure. Même le ministère de l'Éducation aussi de Zelensky est contre. Il dit qu'il faut rendre la langue ukrainienne attractive, l'enseigner à l'école, etc. Mais il ne faut pas la rendre repoussante à force de l'imposer, parce qu'il a dit, si vous l'imposez par la force, il va y avoir une réaction en retour, il va y avoir un backlash. Et il a totalement raison. Il y en a un qui est intelligent dans l'équipe, tu vois, je dirais. Il y en a un qui n'a pas oublié son cerveau au vestiaire. Je veux dire, ce qu'ils font actuellement, l'URSS l'a fait. Et ils ont assez vite arrêté, parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Tu ne peux pas imposer une langue comme ça par la force. Je veux dire, la seule chose que tu fais, c'est que la langue que tu imposes, tu la rends tellement repoussante que dès que ça va être possible, les gens vont la rejeter. Je veux dire, moi j'ai vu ça au Luxembourg, j'ai eu un patron qui était luxembourgeois, pure souche, et qui me disait, mais le fait qu'on essaye de m'imposer de parler en luxembourgeois, ça, je supporte pas. Il me disait, voilà, c'est... Non, il me disait, je suis désolée, je vais pouvoir parler dans la langue dans laquelle je parle. Pour moi, ma langue natale, c'est le français. Et lui, ça le braquait. Vraiment, ça le braquait contre la langue luxembourgeoise. Le fait qu'on veuille lui imposer de parler en luxembourgeois. Non. Il disait, non, je préfère parler en français, désolé. Voilà. Donc on a le même genre de situation. On en a certains comme Valentin Philippov qui appelle même les russophones d'Ukraine à ne pas s'humilier en se pliant à ce délire. Il leur a dit, vous avez qu'à jouer les sourds-muets. Quand on vous parle en ukrainien, vous faites genre,
j'entends pas, je parle pas, voilà, t'indiques les trucs avec les mains, tu te démerdes comme ça, et tu les fais chier, comme ça ils peuvent pas faire de scandale, et non, il a dit, vous pliez surtout pas ce rituel humiliant, parce que vous avez pas à le faire, c'est pas votre langue, vous avez pas à vous plier à ça. Et puis je vais vous reparler un petit peu du dossier Motorsiche très vite fait. Vous vous souvenez de la société chinoise Skyhorizon, qui avait essayé de racheter Motorsiche, vente qui avait été sabotée par les USA et l'Ukraine. Eh bien, les États-Unis ont imposé des sanctions contre cette société. C'est le ministère américain du Commerce qui a déclaré que le désir de Skyhorizon d'acquérir et de déployer des technologies militaires étrangères constituait une menace grave pour la sécurité américaine et même la sécurité de la communauté internationale. Rien que ça, tu vois. Enfin, je veux dire. Voilà, la vente de Motorsiche, c'était la fin du monde, Armageddon, les zombies, tout ça. Et donc la société a été mise sur une liste noire afin d'avertir les exportateurs des liens de Skyhorizon avec l'armée chinoise. Allô ? Les enfants, Motorsiche, c'était pas une société américaine, c'était une société ukrainienne. Je pourrais comprendre, tu vois, le risque de danger pour les États-Unis si Skyhorizon avait essayé de racheter une société américaine. Ou alors, vous dites ouvertement qu'en fait, l'Ukraine, c'est une colonie américaine et que donc les sociétés ukrainiennes sont des sociétés américaines, en fait. Ou je sais pas, mais enfin là... ouais, non, là, c'est complètement délirant. Autre petit aparté, là, on a Navalny qui va rentrer en Russie, soi-disant demain. Il faut savoir qu'en fait, il a violé les conditions de sa liberté conditionnelle, donc il avait été condamné à du sursis dans une affaire d'escroquerie, où avec son frère, ils avaient détourné des fonds en surfacturant des frais de transport via la société de son frangin, des transports faits via la société de son frère. Donc le frangin, il est allé en tôle. Navalny, lui, a pris du sursis, mais le sursis, il devait pointer régulièrement. Donc le service pénitentiaire russe a expliqué qu'en 2020 il avait déjà violé je sais pas combien de fois son truc. Si ça avait été un Pékin lambda, il aurait fini en tôle tout de suite, je veux dire. C'est parce que c'est Navalny et que la Russie voulait pas redéclencher des scandales que le mec il est passé au travers. Mais là ils ont dit écoutez, monsieur Navalny est sorti de l'hôpital depuis déjà plusieurs mois, il aurait dû rentrer et continuer de pointer régulièrement. Or il ne l'a pas fait. Il a prétendu qu'il vivait dans un hôtel à Berlin qui a dit non, il n'est pas chez nous. Et donc là, le service pénitentiaire a dit écoutez, vous avez violé les conditions de votre conditionnel, de votre sursis, donc votre peine va devenir de la prison ferme, vous devez rentrer immédiatement pour faire votre peine de prison. Donc là, il est en train de jouer les héros. Je l'ai pas mis dans pendant ce temps à Kiev parce que c'est pas un pendant ce temps à Kiev. Alors je sais pas si vous voulez aussi des pendant ce temps-là, c'est même pas à Moscou parce que il est encore à Berlin et que on a eu droit à une ribambelle de délire autant de la Galia Ackerman que du comment il s'appelle. Glucksmann, qui sont là en train de te dire oui, regardez, il est tellement courageux, il va aller risquer la mort en rentrant en Russie, où ils veulent monter des charges contre lui. Non, il a été condamné à du sursis pour une escroquerie. Ce mec est un escroc. Voilà. Et là, il a été découvert qu'il a détourné des fonds via sa fondation FBK. Les dons qui étaient censés aller à la lutte contre la corruption ont servi à payer ses vacances au ski. Bon. Voilà, il y a un moment où il faut assumer. Donc les mecs qui te présentent ce mec-là comme un héros, t'as même un journaliste de RFE, donc Radio Free Europe, qui était en train de faire des parallèles douteux entre Navalny et Lénine, tu vois, genre oui, Lénine aussi, il était rentré en 1917, il a fait la révolution. Non, Navalny il fait 2%. 2, d'accord ? Ce mec va faire aucune révolution en Russie. Non, vous pouvez arrêter l'investissement dans le produit Navalny. Le retour sur investissement, il est nul. Voilà, il fera aucune révolution en Russie. Vous pouvez arrêter de planer. Et ce mec n'a rien d'un héros. C'est un escroc. Tous les gens qui soutiennent ce mec-là soutiennent ouvertement un escroc. D'accord ? Donc les mecs qui te présentent ce gars comme un héros, qui se met en danger, arrêtez.
Arrêtez, hein, je veux dire, quand Sentsov a fait sa grève de la faim, il a eu droit au meilleur médecin pour l'empêcher de claquer de ses conneries. Hein. Donc non, l'autre il risque pas sa vie en Russie, je vous l'assure. Faut arrêter les bêtises, mais à un moment, la loi c'est la loi. Hein. Je veux dire, Navalny n'est pas au-dessus des lois, il a été déjà bien chouchouté par le système pénitentiaire russe. Je vous dis, ça aurait été un Pékin lambda qui aurait fait ce qu'il a fait, il aurait fini en tôle à faire sa prison ferme au lieu de son sursis depuis belle lurette. Hein, voilà. Il a échappé à tout ça parce que c'est Navalny, mais il y a un moment où il faut arrêter. Voilà, là il a franchi la ligne rouge, donc voilà. Et puis on a John Elmer aussi qui a produit un article d'analyse du fameux papier publié dans The Lancet par les médecins de la Charité à Berlin. C'est bien ce que j'avais dit, il n'a pas du tout été empoisonné au Novichok. Ces symptômes ne sont pas ceux d'un empoisonnement au Novichok. Et bon nombre de ces paramètres biologiques, physiologiques, montrent clairement qu'effectivement, il nous a fait une bonne grosse pancréatite avec des problèmes de diabète, donc bien des troubles du métabolisme, comme l'avaient diagnostiqué les médecins russes. Ils ont trouvé, oui, des traces d'un inhibiteur de cholinestérase. Je rappelle que Navalny a un glaucome et qu'il est soigné pour ça par sa fameuse médecin dont je vous avais parlé dans les histoires de scandale autour du coronavirus en Russie il y a quelques mois en arrière. Hein, la Vassilievna, cette médecin, elle est ophtalmo, c'est l'ophtalmologue de Navalny, d'accord ? Les gouttes contre le glaucome contiennent des inhibiteurs de cholinestérase. Ben ouais. Et je vous dis, vous regardez le tableau clinique, les symptômes ne sont pas du tout ceux d'un empoisonnement au Novichok. Rien que par exemple les pupilles. Les pupilles, il avait les pupilles complètement dilatées. Le Novichok te fait des pupilles extrêmement fermées. Tu as les pupilles de la taille d'une tête d'épingle. Lui, il avait les pupilles complètement dilatées quand il a été pris en charge par les médecins allemands. Donc non, c'est pas un empoisonnement Novichok. Si vous analysez de près l'article, vous vous rendez compte que les paramètres physiologiques sont ceux d'une série de problèmes, à savoir le fait que le mec a fait une pancréatite, avec certainement donc un déclenchement d'un diabète, un passé d'alcoolo et de toxicomane, qui fait qu'il a le corps complètement déglingué, qui part en morceaux par tous les côtés. Donc voilà. Il paye les conséquences tout simplement de son mode de vie. Et à un moment, oui, mais tu peux pas jouer avec ton corps comme ça ad vitam aeternam. Mais il n'y a pas d'empoisonnement au Novichok. Pas plus qu'il y a d'arbres à spaghetti ou de beurre en branche. Voilà. Donc voilà, la farce, elle est en train de se dégonfler à vitesse VV'. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse aussi des trucs à propos, voilà, des délires du genre Navalny, etc. Ou les délires des soutiens français ou pro, enfin à tout ce qui est Ukraine ou aux opposants type Navalny en Russie. Est-ce que vous voulez que j'étende pendant ce temps-là Kiev à ce genre de délire aussi ou pas? Voilà, vous me le dites en commentaire, j'en tiendrai compte. Et je vous dis en attendant à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.